Chers amis, permettez-moi de vous raconter une histoire si troublante qu'elle me hante encore aujourd'hui. Tout a commencé lorsque mon jeune frère, Antoine, a disparu sans laisser de traces. C'était un homme d'âge mûr, marié et père de 2 adorables enfants. En apparence, il menait une vie normale et stable à Lille, une ville du nord de la France, jusqu'au jour où il a tout simplement disparu de la carte, sans donner d'explication à sa famille. Désespéré, je me suis mis à parcourir tous les recoins de la ville à sa recherche. Des semaines ont passé et rien ne s'est passé jusqu'à ce qu'un ami me parle de rumeurs concernant l'ancienne école abandonnée dans le centre de Lille. On disait que des cris terrifiants résonnaient dans les couloirs vides la nuit. Certains habitants juraient avoir vu des silhouettes d'enfants dans les vitres brisées du bâtiment en ruine. La curiosité m'envahit. Antoine ayant toujours été fasciné par les lieux abandonnés et les mystères urbains. Je décidai donc de mener ma propre enquête, tout en étant conscient des dangers que je pourrais rencontrer. Dès que j'ai pénétré dans le bâtiment lugubre, un sentiment d'effroi m'a envahi. Les couloirs étaient des labyrinthes de ténèbres, avec des bouts de cahiers et des jouets éparpillés sur le sol poussiéreux. L'air humide et moisi étouffait mes poumons à chaque pas. Je frissonne rien qu'en me rappelant les sons qui résonnaient sur ces murs écaillés. On aurait dit des voix d'enfants, chuchotant dans une langue incompréhensible. Parfois, on aurait dit des cris étouffés, comme si quelqu'un implorait de l'aide. J'ai avancé, le cœur battant la chamade. La faible lumière de ma torche révélait des scènes de plus en plus inquiétantes. Des salles de classe abandonnées, avec des bureaux renversés et des livres éparpillés. Des restes de vieux jouets, comme s'ils avaient été jetés là à la hâte. Mais ceux qui me donnaient le plus la chair de poule, c'étaient les taches sombres sur les murs. Elles ressemblaient à du sang séché, formant des motifs grotesques qui défiaient toute explication rationnelle. À ce moment-là, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose de terrible et qu'Antoine était peut-être impliqué d'une manière ou d'une autre. En explorant plus profondément l'école abandonnée, j'ai commencé à trouver de plus en plus d'indices troublants de ces qui avaient pu s'y passer. Dans l'une des salles, des cahiers déchirés étaient éparpillés sur le sol. Les pages étaient couvertes de dessins macabres d'enfants en pleurs et de personnages menaçants. Une autre pièce contenait une collection de vieux jouets, mais ils étaient tous cassés et mutilés de façon grotesque. Des poupées sans yeux, des ours en peluche déchirés et des landaux froissés. On aurait dit qu'une force maléfique avait ravagé l'endroit. Les taches de sang sur les murs sont devenues plus fréquentes et plus abondantes. À certains endroits, elles formaient des motifs qui me rappelaient des mains d'enfants, essayant désespérément de s'accrocher. Un frisson me parcourut l'échine rien qu'en imaginant ce que ces pauvres enfants avaient pu subir. Poursuivant mes recherches, j'ai trouvé de vieux dossiers scolaires jaunis et poussiéreux. En lisant les notes, un sombre tableau s'est dessiné. Apparemment, cette institution avait été le théâtre d'expériences cruelles et d'abus à l'encontre de ses élèves il y a plusieurs dizaines d'années. Des rapports font état de tortures physiques et psychologiques, de drogues expérimentales et même de sombres rituels impliquant les enfants. C'était trop dur à supporter pour moi. Mais en même temps, je savais que je devais continuer. Antoine pouvait être en danger s'il était réellement impliqué dans ces atrocités. C'est alors que les visions ont commencé à me hanter. Des silhouettes enfantines dans les coins sombres de l'école. Des chuchotements désespérés résonnant dans les couloirs vides. Parfois, j'avais la nette impression d'être observé par des centaines d'yeux accusateurs. Les enfants essayaient de me raconter leurs histoires d'horreur. Ces visions troublantes n'ont fait qu'alimenter mon obsession de découvrir les secrets de cette école maudite. Je devais découvrir ce qui s'y était réellement passé et si mon frère Antoine y était impliqué d'une manière ou d'une autre. Les nuits passaient, je restais éveillé, observant les couloirs lugubres, à la recherche d'un signe des enfants. Lors d'une de ces veillées, j'ai été saisi par une vague écrasante de cris terrifiants qui résonnaient partout.
C'étaient des cris d'enfants pleins d'agonie et de désespoir. Je me suis bouché les oreilles, essayant de bloquer les sons perçants, mais ils semblaient traverser ma chair. Puis, lorsque tout s'est calmé, un silence sépulcral a plané dans l'air. C'est à ce moment-là que j'ai senti une présence sinistre autour de moi. Des silhouettes translucides ont commencé à se dessiner devant mes yeux. C'étaient des enfants, des dizaines, au visage défiguré par la douleur et la souffrance. Leurs bouches s'ouvraient dans des cris muets, comme s'ils essayaient de me raconter leurs histoires d'horreur. Je pouvais voir de profondes cicatrices sur leur corps ratatiné, marques de violence et de torture. Certains saignaient sans arrêt, d'autres avaient les membres tordus à des angles peu naturels. J'étais paralysé par la terreur, incapable de réagir ou même de crier. Je savais que ces visions n'étaient pas le fruit de mon imagination. Les enfants me montraient ce qu'on leur avait fait subir dans ce lieu maudit, et j'avais la terrible impression qu'Antoine aurait pu être l'une de leurs victimes. Après cette expérience terrifiante des visions des enfants, je suis devenu encore plus obsédé par la recherche de la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans cette école il y a des décennies. J'ai commencé à enquêter sur les anciens membres du personnel et les administrateurs qui travaillaient là à l'époque où les abus ont eu lieu. À ma grande surprise, certains d'entre eux étaient encore en vie. Un nom est sorti du lot, celui de Marcel Dubois, qui était le directeur de l'établissement. J'ai découvert qu'il vivait dans un petit village de la banlieue de Lille et j'ai décidé de le rencontrer personnellement. Lorsque j'arrive dans l'humble demeure de Marcel, je suis accueilli avec hostilité. Le vieil homme ouvre la porte à contre-cœur, le regard durci par la méfiance. À l'évocation de l'école abandonnée, il a immédiatement nié toute implication dans cette sombre affaire. « C'est n'importe quoi, jeune homme. Des rumeurs colportées par des esprits malades, » grogne-t-il en essayant de me fermer la porte au nez. Son comportement agressif éveille encore plus de soupçons. Pourquoi un innocent réagirait-il avec autant de fureur ? Déterminé à ne pas abandonner, j'ai commencé à l'observer de loin. Pendant quelques nuits, je me suis infiltré dans sa propriété à la recherche d'indices qui pourraient me conduire à la vérité. Et puis, dans une vieille malle enfermée dans le grenier, j'ai trouvé ce que je cherchais. Il s'agissait de comptes rendus détaillés des expériences et des tortures infligées aux écoliers. Des comptes rendus froids et calculateurs décrivant chaque procédure atroce avec une précision scientifique. Mon estomac s'est retourné rien qu'en feuilletant ces pages empreintes de cruauté. Horrifié, j'ai à peine le temps de digérer les révélations. Soudain, Marcel Dubois apparaît dans mon dos, un chandelier en fer à la main. Ses yeux injectés de haine s'avancent vers moi, prêts à me faire taire à jamais. Dans un réflexe désespéré, je réussis à esquiver le violent coup de chandelier de Marcel Dubois. Le lourd objet heurta le mur, éparpillant des éclats sur le sol du grenier. Nous avons roulé sur le sol poussiéreux, échangeant coups de poing et coups de pied dans une lutte acharnée. Malgré son âge avancé, le vieux directeur avait une force étonnante, animé par la haine qui brûlait dans ses yeux. Il m'a immobilisé sur le sol, me serrant les côtes jusqu'à ce qu'il les brise presque. Son souffle haletant dégageait une odeur putride tandis qu'il me crachait au visage. « Tu n'aurais pas dû te mêler de ceux qui ne te regardent pas, sale fouine. Ces secrets auraient dû être enterrés à jamais, » grogna-t-il, ses doigts osseux serrant ma gorge. Rassemblant toutes mes forces, je parvins à le repousser et à rouler hors de sa portée. Mon corps entier palpitait de douleur, mais l'instinct de survie me poussait à continuer. Je ne pouvais pas laisser ce monstre s'en tirer avec tant de crimes odieux. Dans un dernier geste désespéré, j'ai lancé un vieux coffre en bois sur Marcel, le frappant en plein visage. L'impact l'a projeté au sol, le laissant étourdi et vulnérable. Sans perdre de temps, je me suis emparé des documents compromettants et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vécu comme un fugitif, tourmenté par des visions troublantes d'enfants.
Où que j'aille, leur voix spectrale me hantait, me suppliant de rendre justice. Je savais que je devais retrouver Marcel Dubois et lui faire payer ses crimes contre l'humanité. Les voix et les visions des enfants sont devenues une constante terrifiante dans ma vie. Où que j'aille, ils étaient là, m'accusant de leurs regards vides et de leurs bouches béantes dans des cris muets. Leurs formes translucides me suivaient comme des ombres spectrales, me suppliant de me venger. Mon obsession de retrouver Marcel Dubois et de lui faire payer ses crimes contre l'humanité grandissait de jour en jour. J'ai commencé à enquêter dans les coins les plus sombres de l'île, à la recherche d'indices sur sa localisation. Je fréquente les bars louches, interroge les gens de la rue, tout est bon pour obtenir des informations. Cette recherche inlassable m'a conduit dans des situations dangereuses, où je devais faire face à des menaces constantes. Une nuit, je suis tombé dans une embuscade tendue par des hommes de main engagés par Dubois pour m'éliminer. Je m'en suis sorti de justesse avec quelques blessures et des côtes cassées. Ma santé mentale a commencé à se détériorer rapidement. Les visions des enfants sont devenues de plus en plus vives et terrifiantes. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit avec des cris qui résonnaient dans mes oreilles, comme s'ils venaient de l'intérieur de ma propre tête. J'ai commencé à m'interroger sur ma propre santé mentale. Tout cela était-il réel ou n'était-ce que le produit d'un esprit dérangé? La frontière entre la réalité et la folie s'estompait à chaque instant. Mais une chose m'a permis de rester sain d'esprit, la certitude que je devais traduire Marcel Dubois en justice, même si c'était la dernière chose que je ferais. Après des mois de recherches acharnées, j'ai enfin obtenu une piste concrète sur l'endroit où se trouve Marcel Dubois. Apparemment, il s'était caché dans une propriété isolée de la banlieue de Lille, entouré de fidèles hommes de main qui le protégeaient. Je savais que la confrontation serait dangereuse, mais j'étais déterminé à l'affronter. Les voix des enfants me poussaient à avancer, chuchotant à mes oreilles et guidant mes pas. C'était comme si elles voulaient m'emmener vers ces monstres pour que justice soit faite. La nuit choisie, j'ai infiltré le domaine sous le couvert de l'obscurité. Mes poings étaient tellement serrés que mes ongles se déchiraient dans mes paumes. La haine brûlait dans mes veines, alimentée par le besoin de vengeance. Lorsque j'ai enfin trouvé Dubois, il était assis dans un fauteuil décrépit, buvant du cognac à même une bouteille. Ses yeux s'écarquillèrent à ma vue et il appela immédiatement 16 hommes de main. Il s'ensuivit une bataille féroce, pleine de violence et de sang. Des coups de poing ont été échangés, des couteaux ont brillé dans la faible lumière et j'ai goûté plusieurs fois la saveur métallique de mon propre sang. Mais les voix des enfants me poussaient, me donnant une force surhumaine pour continuer. Ils hurlaient dans mon esprit, exigeant un châtiment. Lorsque j'ai finalement maîtrisé Dubois, qui s'était rendu et était blessé sur le sol, j'ai regardé dans ses yeux et je n'ai vu que le vide du mal absolu. Il m'a craché au visage en riant avec mépris. « Tu crois que tu peux m'arrêter ? Ce que j'ai fait à 16 enfants n'est que la partie émergée de l'iceberg. » Ses yeux brillaient d'une folie maladive, tandis qu'il continuait à parler d'expériences secrètes et de rituels macabres. À ce moment-là, j'ai compris que rien ne pourrait le racheter. Le monstre qui était en lui faisait partie intégrante de son être. Cependant, lorsque je l'ai vaincu, j'ai senti que j'avais payé un prix trop élevé. Les voix des enfants résonnaient encore dans mon esprit, mais cette fois-ci sous forme de lamentation. C'était comme s'ils savaient que leur vengeance n'apporterait jamais la vraie paix. La confrontation finale avec Marcel Dubois a laissé de profondes cicatrices dans mon esprit et mon âme. Même si ce monstre a finalement été capturé et remis aux autorités, je n'ai pas trouvé la paix que j'espérais. Les voix et les visions des enfants ont refusé de me quitter. Elles me hantaient encore, jour et nuit, me suppliant de les aider, comme si j'étais le seul à pouvoir les entendre. Je suis devenu une coquille vide, rongée par la culpabilité et le traumatisme. Finalement, j'ai été admis dans un hôpital psychiatrique
parce que ma famille craignait pour ma santé mentale. À l'intérieur de ces murs capitonnés, les cris des enfants résonnaient encore plus fort, se répercutant dans mon esprit perturbé. Les médecins ont essayé de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination débilitée. Ils m'ont prescrit des pilules et des thérapies, mais rien ne semblait soulager le tourment qui me rongeait de l'intérieur. Je savais que ces visions étaient même réelles, aussi réelles que les horreurs subies par ces enfants. Elles ne me laisseraient jamais tranquille jusqu'à ce que leurs âmes trouvent la rédemption qu'elles recherchaient si désespérément. Dans mes derniers moments de lucidité, j'ai essayé de partager mon histoire avec les autres patients de l'hôpital. Certains me croyaient, d'autres me traitaient comme un fou digne de pitié. Cependant, une chose était certaine. Au fil du temps, de plus en plus de détenus ont commencé à rapporter des visions et des sons similaires à ceux que je vivais. C'était comme si l'histoire de ces enfants tourmentés avait réveillé une force surnaturelle qui s'était répandue dans l'hôpital, infectant de son horreur les esprits vulnérables. Dans ce sanatorium, j'ai été considéré comme une sorte de prophète maudit. Mes histoires sur les enfants tourmentés et les horreurs de l'école abandonnée se sont répandues comme un virus dans les couloirs et les cellules capitonnées. Certains patients me regardaient avec révérence, comme si j'étais la clé d'un ancien et sombre mystère. D'autres, en revanche, me craignaient, évitant de croiser mon chemin, tout en murmurant des prières de protection. Quoi que je dise d'où face, les visions continuaient à me tourmenter sans relâche. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit, avec des cris d'enfants qui résonnaient autour de moi, comme si des dizaines d'enfants étaient torturés dans ce même couloir. Lors d'une de ces nuits de terreur, alors que je me débattais dans mon lit, je pouvais clairement voir les formes spectrales se matérialiser devant moi, leurs bouches grandes ouvertes dans des cris muets, leurs yeux vides fixés sur moi avec une accusation silencieuse. À ce moment-là, j'ai su que le mal que j'avais réveillé se répandait comme une peste dans les couloirs du sanatorium. L'un après l'autre, les autres détenus ont commencé à rapporter des expériences similaires aux miennes. Des silhouettes obscures dans des coins sombres, des chuchotements désespérés dans le vide, et toujours ces cris terrifiants d'enfants torturés. Le personnel de l'hôpital lui-même était terrifié par la situation. J'ai entendu parler d'infirmières qui s'enfermaient dans leur chambre en priant pour se protéger des visions qui les hantaient. Certains gardiens ont déserté leur poste, incapables de supporter les bruits qui résonnaient dans les couloirs la nuit. C'était comme si le sanatorium tout entier devenait un réceptacle pour les esprits tourmentés de ces pauvres enfants. Et moi, pour les avoir réveillés avec mon obsession, je serais à jamais hanté par leurs cris d'agonie. Ce qui n'était qu'un simple sanatorium s'est transformé en un véritable pandémonium. Le personnel, autrefois si confiant et dogmatique dans ses méthodes, errait maintenant dans les couloirs comme des zombies apathiques, incapables de contenir la vague d'horreur qui se répandait. Les patients, autrefois dociles et calmes, affichaient désormais un comportement violent et agressif, comme s'ils étaient possédés par des forces démoniaques. Certains s'arrachaient les cheveux en criant des mots incompréhensibles. D'autres se tordaient sur le sol, se grattant la chair jusqu'au sang. Et derrière tout cela, les voix et les visions des enfants tourmentés ne faisaient que croître en intensité. Leurs cris perçants résonnaient dans tous les coins du bâtiment. Une macabre symphonie d'agonie et de désespoir. Je me souviens d'une nuit particulièrement terrifiante où les infirmières ont fui leur poste, incapables de supporter le chaos. Les patients se sont libérés de leurs entraves et ont erré librement, semant la destruction partout où ils allaient. J'étais enfermé dans ma cellule, recroquevillé dans un coin, me bouchant les oreilles dans une vaine tentative de bloquer les cris assourdissants. C'est alors que j'ai senti une main froide et nue sur mon épaule. Je me suis retourné lentement pour découvrir le visage défiguré d'un enfant qui me regardait. Ses yeux étaient vides, mais sa bouche était grande ouverte dans un cri muet de pure terreur.
Tous les autres enfants l'ont rejointe, leur forme spectrale m'entourant de tous côtés. Puis, ensemble, ils ont poussé un hurlement collectif si fort et si angoissant que j'ai senti ma propre santé mentale se briser. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à rire. Un rire hystérique, sans fin, qui résonnait dans les couloirs, se mêlant aux cris des enfants dans une cacophonie écrasante de folie. J'ai ri jusqu'à ce que mes cordes vocales se brisent, jusqu'à ce que du sang coule de ma bouche. Et c'est ainsi que je suis restée, assise dans ce coin, riant hystériquement, tandis que les cris des enfants résonnaient encore autour de moi. Un rire sans fin, un rappel perpétuel que la terreur ne s'arrêtera jamais tant que leurs âmes tourmentées erreront sur cette terre.